Bonjour tout le monde, c'est notre 16e semaine de notre club de lecture pour la Voleuse de livres. Aujourd'hui, on va lire 3 chapitres. La première, c'est Trois actes stupides de Rudy Steiner. C'est moi qui vais le lire. Et ensuite, Julie va lire le livre Flottant, deuxième partie. Et ensuite, on va commencer la 6e partie du livre avec le journal de la mort 1942. Et ensuite, on aura, comme d'habitude, quelques questions pour vous. Et Julie. Hi everybody, it's week 16. Sasha and I could not believe it. Today we're going to read 3 chapters, 3 acts of stupidity. The Floating Book Part 2, Part 6, can you believe it? Part 6 already. Death Diary 1942. Sasha will read the first one and I'll read the other 2. And as per usual, we have some questions for you and you know the drill, nothing new. OK. Alors, 3 actes stupides de Rudy Steiner. Rudy Steiner, un pur génie. 1. Il vola la plus grosse pomme de terre chez Mammer, l'épicier du coin. 2. Accepta le défi de Franz Deutscher, rue de Munich. 3. Tout en séchant les réunions de jeunesse hitlérienne. Le premier de ces actes était mû par l'avidité. Cela se passa par une après-midi morose typique de la mi-novembre 1941. Un peu plus tôt, il avait réussi à s'insinuer parmi les femmes qui faisaient la queue, munies de leur ticket de rationnement, et ce avec une sorte de génie criminel, si je puis oser cette formule. Personne, ou presque, ne le remarqua. Il parvint cependant à s'emparer de la plus grosse pomme de terre du lot, celle-là même que plusieurs personnes guignaient. Sous leurs yeux, le poing d'un gamin de 13 ans se tendit vers elle et s'en saisit prestement. Un chœur d'imposantes ménagères allemandes s'éleva, indigné, tandis que Thomas Mammer sortait en trombe de son magasin et se précipitait sur Rudy. « Mein Erdapfel !» s'exclama-t-il. « Mes pommes de terre !» Rudy tenait encore le tubercule terreux, si gros qu'il devait s'y prendre à 2 mains, et les femmes se rassemblèrent autour de lui comme une bande de lutteuses. Il fallait qu'il trouve une excuse de toute urgence. « Ma famille » commença-t-il. Un liquide clair se mit opportunément à couler de son nez, et il ne fit rien pour l'essuyer. « Nous mourrons de faim. Ma sœur avait besoin de manteau neuf. On lui a volé l'ancien. » Mammer, qui avait saisi Rudy par le col, ne tomba pas dans le panneau. « Et tu comptes l'habiller avec une pomme de terre ?» demanda-t-il. « Non, monsieur. » Rudy se dévissa le cou pour tenter de lui faire face. L'épicier était taillé comme un tonneau, avec 2 trous de balles en guise d'yeux. Ses dents étaient serrées dans sa bouche, comme les spectateurs d'un match de foot sur les gradins. On a échangé tous nos points contre un manteau il y a 3 semaines et maintenant on n'a plus rien à manger. L'épicier tenait toujours Rudy d'une main et la pomme de terre de l'autre. S'adressant à son épouse, excusez-moi. S'adressant à son épouse, il lança le mot que redoutait Rudy. Polizei! Oh non, supplia Rudy, par pitié. Plus tard, il expliquerait à Liselle qu'il n'avait pas eu peur, mais j'ai la certitude que son cœur battait à tout rompre. Pas la police, s'il vous plaît, pas la police. Polizei. Mammer resta inébranlable, tandis que les garçons gesticulaient en vain. Un professeur se trouvait dans la file cet après-midi-là. Herr Link faisait partie des enseignants de l'école qui n'étaient pas de prêtres ou de bonnes sœurs. Rudy capta son attention. « Herr Link !» C'était sa dernière chance. « Herr Link, dites-lui, s'il vous plaît, dites-lui à quel point je suis pauvre. » L'épicier jeta un regard interrogateur au professeur. Herr Link s'avança. « C'est vrai, Herr Mammer. Ce garçon est pauvre. Il habite la rue Himmel. » La foule, en majorité composée de femmes, se consulta. Tout le monde savait que la rue Himmel n'était pas exactement l'endroit le plus huppé de Molking. Les gens qui y vivaient étaient très modestes. Il a 8 frères et sœurs. 8! Rudy dut réprimer un sourire, même s'il n'était pas encore tiré d'affaire, car le professeur faisait un mensonge en sa faveur. Il avait ajouté 3 enfants à la famille Steiner.
Il lui arrive souvent de venir en classe le ventre vide, poursuivit Herdling. Les femmes se consultèrent de nouveau. Les paroles de l'enseignant, telles une couche de peinture, créent une atmosphère. Et ça lui donne le droit de voler mes pommes de terre, retorqua l'épicier. La plus grosse, lança une des femmes. Taisez-vous, frau médecin, lui intima Mammer, et elle obéit sur le champ. Au début, tous les regards étaient fixés sur la nuque de Rudy, puis ils allèrent de celui-ci à Mammer, en passant par la pomme de terre, et l'on ne saurait jamais ce qui décida l'épicier à épargner le garçon. Était-ce son côté pathétique, la dignité de Herdling, l'intrusion de frau Meltzing? Toujours, est-ce que Mammer reposa la pomme de terre sur le tas et entraîna Rudy hors du périmètre de son magasin. « Ne t'avise pas de revenir, dit-il en lui donnant un coup de pied aux fesses. Du dehors, Rudy regarda l'épicier qui regagnait son comptoir et s'apprêtait à servir la cliente suivante, sans ménager ses sarcasmes. « Je me demande quelle pomme de terre vous allez me demander, dit l'épicier, tout en surveillant le garçon d'un œil. Pour Rudy, c'était un échec supplémentaire. Le second acte stupide s'avéra tout aussi dangereux, mais pour des raisons différentes. Rudy sortirait de cette altercation avec un œil au beurre noir, des côtes fêlées et une coupe de cheveux. Lors des réunions de jeunesse hitlérienne, Tommy Müller continuait à avoir des problèmes et Franz Deutscher attendait que Rudy s'en mêle, ce qui ne tarda pas. Rudy et Tommy durent se livrer à toute une série d'exercices sur le terrain, tandis que les autres rentraient à l'intérieur pour recevoir une leçon de tactique. Tout en courant dans le froid, les deux garçons pouvaient voir les têtes et les épaules de leurs camarades, bien au chaud, derrière les fenêtres. Leur retour auprès du reste du groupe ne mit pas fin à l'exercice. Au moment où Rudy s'installait dans un coin près de la fenêtre et ôtait la boue de sa manche, Franz lui posa la question préférée des jeunesses hitlériennes. « Quelle est la date de naissance de notre Führer, Adolf Hitler ?» Rudy leva la tête. « Pardon ?» Franz Deutscher répéta la question et Rudy Steiner, cet idiot qui savait parfaitement que c'était le 20 avril 1889, répondit en donnant la date de naissance du Christ et en ajoutant le lieu, Bethléem, pour faire bonne mesure. Franz se frotta les mains, ce qui était très mauvais signe. Il marcha sur Rudy et lui ordonna d'aller faire quelques tours de terrain supplémentaires. Rudy s'exécuta. À la fin de chaque tour, Franz lui demandait à nouveau à quelle date était né le Führer. Il fallut attendre qu'il ait fait le 7e tour qu'il réponde correctement. Le pire se produisit quelques jours après cette réunion. Rue de Munich, Rudy aperçut Deutscher qui marchait sur le trottoir avec des copains et il fut pris d'une envie soudaine de lui lancer un caillou. On peut légitimement se demander ce qu'il avait en tête à ce moment-là. Rien, sans doute. Interrogé, il répondrait probablement qu'il avait le droit de se conduire de manière stupide si cela le tentait. À moins qu'il n'ait été pris d'une sorte de pulsion suicidaire en voyant Franz Deutscher. Le caillou atteignit sa cible au niveau de l'épine dorsale, mais moins violemment que Rudy ne l'aurait souhaité. Franz Deutscher se retourna et parut ravi de se trouver face à Rudy Steiner, qui était accompagné de Luisel, de Tommy et de la petite sœur de celui-ci, Christina. « Filons !» lança Luisel, mais Rudy ne bougea pas. « On n'est pas aux jeunesses hitlériennes, lui dit-il. Deutscher et ses copains plus âgés étaient déjà sur eux. Luisel resta auprès de son ami, tout comme Tommy, toujours agité de tic, et la fragile Christina. « Monsieur Steiner !» Franz se saisit de lui et le projeta sur la chaussée. Rudy se releva, ce qui énerva encore plus son adversaire. Deutscher le fit tomber de nouveau et le maintint quelques instants au sol en posant un genou sur sa poitrine. Dès que Rudy se remit sur ses pieds, le groupe de garçons se moqua de Deutscher, ce qui n'arrangea rien. « Tu n'es pas capable de lui mettre une bonne trempe, Franz ?» demanda le plus grand. Il avait des yeux aussi bleus et aussi froids que le ciel. Et sa question décida Deutscher à envoyer une fois pour toutes Rudy au tapis. Des curieux se rassemblèrent autour d'eux. Rudy lança un direct à l'estomac de son adversaire, mais il manqua son coup.
Au même moment, le poing de Deutscher s'écrasait sur son orbite gauche. Il vit 36 chandelles et se retrouva à terre sans même s'en rendre compte. Dans la foulée, Deutscher le frappa au même endroit. Rudy eut l'impression que son œil passait au jaune, puis au bleu et au noir, pratiquement en même temps, 3 couches de douleur. Les spectateurs étaient curieux de savoir s'il allait se remettre sur ses jambes. Cette fois pourtant, il resta étendu sur le sol froid dont l'humidité se communiquait peu à peu à ses vêtements. Il avait toujours des étoiles devant les yeux et il ne s'aperçut que trop tard de la présence de Franz au-dessus de sa tête, armé d'un couteau de poche tout neuf et prêt à s'en servir contre lui. « Non !» s'écria Liselle, mais le garçon de haute taille la retint. Sa voix grave chuchota à son oreille. « Ne t'inquiète pas, lui dit-il. Il ne va pas s'en servir. Il n'a pas assez de cran. » Il se trompait. Franz s'agenouilla auprès de Rudy, se pencha sur lui et murmura. « Quelle est la date de naissance de notre Führer ?» Chaque mot était soigneusement articulé. « Alors, Rudy, quand est-il né? Tu peux me le dire, tout va bien, n'aie pas peur. » Et Rudy, comment réagit-il? Manifesta-t-il un peu de prudence ou bien laissa-t-il sa stupidité l'enfoncer un peu plus dans la boue? Il se fit un plaisir de plonger son regard dans les yeux bleus pâles de Franz Deutscher. « Le lundi de Pâques, dit-il à mi-voix. Un instant plus tard, le couteau était appliqué contre sa chevelure. C'était la seconde coupe de cheveux à laquelle assistait Liselle à cette période de sa vie. Les cheveux d'un juif avaient été coupés avec des ciseaux rouillés. Un couteau étincelant s'attaquait à ceux de son meilleur ami. Personne de sa connaissance n'avait payé pour se faire couper les cheveux, en fait. Quant à Rudy, il avait cette année-là avalé de la boue, roulé dans du fumier, était à demi étranglé par un criminel en herbe. Et maintenant, cerise sur le gâteau, il était publiquement humilié dans la rue de Munich. Sa frange cédait facilement sous la lame, mais quelques cheveux étaient arrachés car il faisait de la résistance. À chaque fois, Rudy grimaçait, ce qui envoyait une décharge douloureuse dans son œil au beurre noir. Ses côtes aussi le faisaient souffrir. Le 20 avril 1889, martela Franz, avant de disparaître en compagnie de sa bande. Les spectateurs se dispersèrent et il ne resta plus que Liselle, Tommy, Christina et leur ami. Rudy restait allongé sur le sol humide. Ce qui nous amène à notre troisième acte stupide, son absence aux réunions de jeunesse hitlérienne. Il ne cessa pas tout de suite d'y assister, uniquement pour montrer à Franz Deutscher qu'il n'avait pas peur de lui. Au bout de quelques semaines, néanmoins, il ne s'y présenta plus. Fièrement revêtu de son uniforme, il quittait la rue Himmel et continuait sa route avec à ses côtés Tommy, son loyal sujet. Mais au lieu de rejoindre les jeunesses hitlériennes, les deux garçons sortaient de la ville et longeaient la rivière Ampère, en faisant des ricochets avec des cailloux, en basculant d'énormes rochers dans l'eau et en se livrant des âneries de ce genre. Rudy veillait à salir suffisamment son uniforme pour tromper sa mère, du moins jusqu'à ce qu'arrive la première lettre et qu'il entende l'appel redouté depuis la cuisine. Au début, ses parents le menacèrent et il continua à ne pas se rendre aux réunions. Ensuite, ils le supplièrent. Il refusa. Ce qui remit finalement Rudy sur le droit chemin, c'est qu'il eut l'occasion de changer de section. Heureusement d'ailleurs, car s'il ne s'était pas présenté rapidement aux réunions, ses parents auraient écopé d'une amende. Son frère aîné, Kurt, proposa qu'il intègre la section Flieger, spécialisée dans l'aviation. On y construisait surtout des avions en modèle réduit et il n'y avait pas de Franz Deutscher. Rudy accepta et Tommy vint également. C'était la première fois que le comportement stupide de Rudy avait des conséquences positives. Dans la nouvelle section, à chaque fois qu'on l'interrogeait sur la date de naissance du Führer, il répondait en souriant le 20 avril 1889. Puis, il chuchotait une autre date à l'intention de Tommy. Par exemple, celle de la naissance de Beethoven ou de Mozart ou de Strauss. Ils avaient étudié la vie de ces musiciens à l'école où, malgré sa stupidité évidente, Rudy se montrait
Prions. Alors, seconde. Pour ce chapitre, j'ai 2 questions pour vous. En premier, pourquoi Rudy refuse-t-il de donner la vraie date de la naissance d'Hitler? Et ensuite, qu'est-ce que les décisions stupides de Rudy nous montrent à propos de son caractère? The Floating Boat, Part 2. At the beginning of December, victory finally came to Rudy Steiner, though not in a typical fashion. It was a cold day, but very still. It had come close to snowing. After school, Rudy and Liesl stopped in at Alex Steiner's shop, and as they walked home, they saw Rudy's old friend, Franz Doucher, coming around the corner. Liesl, as was her habit these days, was carrying the whistler. She liked to feel it in her hand, either the smooth spine or the rough edges of paper. It was she who saw him first. "Look," she pointed. Doucher was loping towards them with another Hitler-Youth litter. Rudy shrank into himself. He felt at his mending eye. Not this time. He searched the streets. "If we go past the church, we can follow the river and cut back that way." With no further words, Liesl followed him, and they successfully avoided Rudy's tormentor, straight into the path of another. At first, they thought nothing of it. The group crossing the bridge and smoking cigarette could have been anybody, and it was too late to turn around when the two parties recognized each other. "Oh no, they've seen us." Victor Chamel smiled. He spoke very amiably. This could only mean that he was at his most dangerous. "Well, well, if it isn't Rudy Steiner and his little whore." Very smoothly, he met them and snatched the whistlers from Liesl's grip. What are we reading?" "This is between us," Rudy tried to reason with him. "It has nothing to do with her. Come on, give it back." "The whistler," he addressed Liesl now. "And again?" She cleared a throat. "Not bad." Unfortunately, she gave herself away. In the eyes. They were agitated. She knew the exact moment when Victor Chamel established that the book was a prized possession. "I'll tell you what," he said. "For 50 marks, you can have it back." 50 marks? That was Andy Schmeichel. "Come on, Victor, you could buy 1,000 books for that." "Did I ask you to speak?" Andy kept quiet. His mouth seemed to swing shut. Liesl tried a poker face. "You can keep it then. I've already read it." "What happened at the end?" Damn it, she hadn't gotten that far yet. She hesitated, and Victor Chamel deciphered it instantly. Rudy rushed at him now. "Come on, Victor, don't do this to her. It's me you're after. I'll do anything you want." The older boy only swatted him away, the book held aloft, and he corrected him. "No," he said, "I'll do anything I want." And he proceeded to the river. Everyone followed at catch-up speed, half walk, half run. Some protested, some urged him on. It was so quick and relaxed. There was a question and a mocking friendly voice. "Tell me," Victor said, "who was the last Olympic discus champion in Berlin?" He turned to face them. He warmed up his arm. "Who was it? God damn it, it's on the tip of my tongue. It was that American, wasn't it? Carpenter or something." "Please, Rudy." The water toppled. Victor Chamel did the spin. The book was released gloriously from his hand. It opened and flapped, the pages rattling as it covered ground in the air. More abruptly than expected, it stopped and appeared to be sucked toward the water. It clapped when it hit the surface and began to float downstream. Victor shook his head. "Not enough height. A poor throw." He smiled again. "But still good enough to win, huh?" Liesl and Rudy didn't stick around to hear the laughter. Rudy in particular had taken off down the riverbank, attempting to locate the book. "Can you see it?" Liesl called out. Rudy ran. He continued down the water's edge, showing her the book's location. "Over there!" He stopped and pointed and ran farther down to overtake it. Soon he peeled off his coat and jumped in, wading through the middle of the river. Liesl, slowing to a walk, could see the ache of each step.
each step, the painful cold. When she was close enough, she saw it move past him, but he soon caught up. His hand reached in and colored what was now a soggy block of cardboard and paper. "The Whistler!" the boy called out. It was the only book floating down the Emperor River that day, but he still felt the need to announce it. Another note of interest is that Rudy did not attempt to leave the devastatingly cold water as soon as he held the book in his hand. For a good minute or so he stayed. He never did explain it to Liesl, but I think she knew very well that the reasons were twofold. The frozen motives of Rudy Steiner. After months of failures, this moment was his only chance to revel in some victory. Such a position of selflessness was a good place to ask Liesl for the usual favor. How could she possibly turn him down? "How about a kiss, Daumensch?" He stood waist deep in the water for a few moments longer before climbing out and handing her the book. His pants clung to him, and he did not stop walking. In truth, I think he was afraid. Rudy Steiner was scared of the book's kiss. He must have longed for it so much. He must have loved her so incredibly hard. So hard that he would never ask for her lips again and would go to his grave without them. So my question for this chapter is, do you think you would have gone after the book like Rudy did? Why and why not? And our next chapter, so this is the start of part 6, The Dream Carrier, featuring Death's Diary, The Snowman, 13 Presents, the next book, The Nightmare of a Jewish Corpse, A Newspaper Sky, A Visitor, A Schmunzeler, and a final kiss on poisoned chicks. So today we'll start with Death's Diary, 1942. It was a year for the ages, like 79, like 1346, to name just a few. Forget the scythe. God damn it. I need a broom or a mop, and I needed a vacation. A small piece of the truth. I do not carry a sickle or a scythe. I only wear a hooded black robe when it's cold. And I don't have those skull-like facial features you seem to enjoy pinning on me from a distance. You want to know what I truly look like? I'll help you out. Find yourself a mirror while I continue. I actually feel quite self-indulgent at the moment, telling you all about me. My travels, what I saw in 42. On the other hand, you're a human. You should understand self-obsession. The point is, there is a reason for me explaining what I saw in that time. Much of it will have repercussion for Liesl Memminger. It brought the war closer to Himmel Street, and it dragged me along for the ride. There were certainly some rounds to be made that year, from Poland to Russia, to Africa and back again. You might argue that I make the rounds no matter what year it is, but sometimes the human race likes to crank things up a little. They increase the production of bodies and their escaping souls. A few bombs usually do the trick, or some gas chambers, or the chit-chat of faraway guns. If none of that finishes proceedings, it at least strips people of their living arrangement, and I witness the homeless everywhere. They often come after me as I wander through the streets of molested cities. They beg me to take them with me, not realizing I'm too busy as it is. Your time will come, I convince them, and I try not to look back. At times, I wish I could say something like, "Don't you see I've already got enough on my plate?" But I never do. I complain internally as I go about my work, and some years the souls and bodies don't add up, they multiply. An abridged roll call for 1942. The desperate Jews, their spirits in my lap as we sat on the roof next to the steaming chimneys. The Russian soldiers, taking only small amounts of ammunition, relying on the fallen for the rest of it. The soaked bodies of a French coast, beached on the shingle and sand. I could go on, but I've decided for now that 3 examples will suffice. 3 examples, if nothing else, will give you the Asian taste in your mouth that defined my existence during that year. So many humans.
so many colors. They keep triggering inside me. They harass my memory. I see them tall in their hips, all mounted on top of each other. There is air like plastic, a horizon like satin glue. There are skies manufactured by people, punctured and leaking, and there are soft, coal-colored clouds beating like black hearts. And then there is death, making his way through all of it. On the surface, unflappable, unwavering. Below, unnerved, untied, and undone. In all honesty, and I know I'm complaining excessively now, I was still getting over Stalin in Russia, the so-called Second Revolution, the murder of his own people. Then came Hitler. They say that war is death's best friend, but I must offer you a different point of view on that one. To me, war is like the new boss who expects the impossible. He stands over your shoulder, repeating one thing incessantly. Get it done, get it done. So you work harder. You get the job done. The boss, however, does not thank you. He asks for more. Often, I try to remember the strewn pieces of beauty I saw in that time as well. I plow through my libraries of stories. In fact, I reach for one now. I believe you know half of it already, and if you come with me, I'll show you the rest. I'll show you the second half of A Book Thief. Unknowingly, she awaits a great many things that I alluded to just a minute ago, but she also waits for you. She is carrying some snow down to a basement of all places. Handfuls of thirsty water can make almost anyone smile, but it cannot make them forget. Here she comes. And my question for this chapter is, what is death telling us about being death? Is it easy? Is it difficult? Is it who they are or a job? And that's it for today. We'll see you next week. There'll be some question as per usual. If you'd like to comment, or if you ever want to send us a message and reach out to us, we'll be super happy to answer. And that was it for today. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention. Et comme d'habitude, si vous avez des commentaires, si vous voulez nous envoyer un message, on serait content de vous répondre. Et on vous verra la semaine prochaine. Merci. See you next week.